Bonjour et bienvenue les amis de la toile. Chose promise, chose due, j'avais mentionné de partager avec vous l'incroyable aventure de la censure et plus particulièrement le code ICE. Je l'ai mentionné bien souvent dans mes vidéos, et bien c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Pendant une courte période fiévreuse et décadente, Hollywood a été l'endroit de tous les possibles, un royaume de liberté artistique, mais aussi d'excès, de scandales et de provocations. Mais tout ça allait bientôt changer. Une liste de règles, un code de censure ultra strict, connu sous le nom de Code ICE, a été imposé à toute l'industrie. Go to some big city where you will find opportunities. Don't let people mislead you. You must be a master, not a slave. Be clean. Be strong, defiant, and you will be a success. Pendant plus de 3 décennies, il a dicté ce que les spectateurs pouvaient voir, entendre et même penser. Il a défini le bien et le mal, la morale et le péché. Alors comment cette censure a-t-elle vu le jour? Comment les plus grands réalisateurs, de Hitchcock à Billy Wilder, ont-ils rusé pour la contourner et nous offrir malgré tout des chefs-d'œuvre? Et finalement, comment cet empire de la morale s'est-il effondré? C'est l'histoire fascinante et complexe du Code ICE que nous allons explorer, cette censure qui a, pour le meilleur et pour le pire, changé Hollywood à tout jamais. Pour comprendre la naissance du Code ICE, il faut d'abord se transporter dans le Hollywood des années 20. Les Roaring Twenties, les années folles. Le cinéma est alors une industrie jeune, explosive, qui génère des fortunes et qui crée ses propres idoles. Le public est fasciné par ces nouvelles stars, mais en coulisses, l'usine à rêve ressemble plus à une cour des miracles débridée. La presse à scandale se régale des rumeurs, souvent fondées sur les mœurs dissolues de ces acteurs, des fêtes extravagantes et la consommation de drogue et d'alcool en pleine période de prohibition. Hollywood devient rapidement, aux yeux d'une Amérique puritaine et conservatrice, une sorte de Sodome et Gomorrhe moderne, un lieu de perdition qui menace les valeurs traditionnelles. Et puis, une série de scandales retentissants va mettre le feu aux poudres et transformer la méfiance en colère ouverte. Le premier et le plus célèbre est l'affaire de Roscoe Fatty Arbuckle en 1921. Arbuckle est l'une des grandes stars du cinéma muet, un comique aussi populaire que Charlie Chaplin, connu pour sa bonhomie et ses gags acrobatiques. Mais lors d'une fête tristement célèbre dans un hôtel de San Francisco, une jeune actrice nommée Virginia Rape tombe gravement malade et meurt quelques jours plus tard. Arbuckle est accusé de viol et d'homicide involontaire. Les journaux s'emparent de l'affaire et dépeignent l'acteur comme un monstre dépravé, bien qu'il ait été acquitté après 3 procès très médiatisés. Sa carrière, vous vous en doutez bien, est ruinée. L'image de l'acteur comique et sympathique est à jamais ternie, et avec elle, celle de tout Hollywood. Pour le public, le rideau est tombé, révélant la face sombre et sordide de ses idoles. D'autres scandales suivent, nourrissant la vindicte populaire. En 1922, le réalisateur William Desmond Taylor est retrouvé assassiné à son domicile. L'enquête révèle sa vie privée compliquée, impliquant plusieurs actrices célèbres et des lettres d'amour compromettantes. L'affaire ne sera jamais résolue, laissant planer un parfum de mystère et de corruption. Tout ça est digne d'un scénario de film noir. L'année suivante, c'est la mort de l'acteur Wallace Reed, idole des jeunes qui choque l'Amérique. Devenu dépendant à la morphine après un accident de tournage, il meurt tragiquement dans une clinique de désintoxication.
Sa mort expose au grand jour le problème de la drogue qui gagnèrent les studios. Face à cette avalanche de scandales, la pression monte. Les groupes de pression religieux et les ligues de vertu lancent des campagnes nationales contre l'immoralité de Hollywood. Ils dénoncent des films qui, selon eux, font l'apologie du crime, de l'adultère et de la débauche. Ils voient dans le cinéma une force corruptrice capable de pervertir la jeunesse américaine. Partout dans le pays, des comités de censure locaux se mettent en place, coupant des scènes, voire même interdisant des films, créant un véritable casse-tête logistique et financier pour les studios. Plus inquiétant encore pour les manias d'Hollywood, la menace d'une censure fédérale, une commission gouvernementale qui viendrait mettre son nez directement dans leurs affaires, se fait de plus en plus précise pour les patrons de studios comme Louis B. Mayer ou Jack Warner. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Une telle intervention de l'État serait une catastrophe industrielle. Il fallait réagir vite. Il fallait prouver que l'Amérique d'Hollywood pouvait faire le ménage elle-même avant que le gouvernement ne vienne y fourrer son nez. Alors la solution, eh bien, c'est l'autorégulation, ou plutôt l'autocensure. Just watch this one. Face à la crise, les studios décident de s'unir. En 1922, ils créent la Motion Picture Producer and Distributor of America, la MPPDA, une association destinée à défendre les intérêts de l'industrie. Et pour diriger cette organisation, ils choisissent un homme à la réputation irréprochable, Will H. Hays. Hays n'est pas un homme de cinéma, c'est un politicien, un avocat presbytérien respecté, ancien directeur de campagne du président Warner G. Harding. Son rôle est simple, il doit être le visage respectable d'Hollywood, le garant de la moralité de l'industrie. Il est, en quelque sorte, le super nettoyeur, chargé de redorer une image sérieusement écornée. D'abord, Hays tente d'imposer des clauses de moralité dans les contrats des acteurs, mais sa grande œuvre arrive en 1930 avec l'aide de deux figures catholiques influentes, le jésuite Daniel A. Lord et l'éditeur Martin Kingley. Il rédige un document qui va marquer l'histoire du cinéma, le Motion Picture Production Code, plus connu sous le nom de Code Hays. Ce code est un ensemble de directives morales extrêmement précises, une sorte de guide du bien et du mal à l'usage des cinéastes. Il est basé sur trois principes généraux. Premièrement, aucun film ne doit abaisser les standards moraux des spectateurs. Deuxièmement, les films ne doivent présenter que des modèles de vie corrects. Et troisièmement, la loi naturelle ou humaine ne doit jamais être tournée en ridicule et le crime ne doit jamais susciter la sympathie du public. À partir de ces principes découlent des dizaines de règles spécifiques, une liste d'interdits qui semble aujourd'hui surréaliste. Le code Hays interdit formellement la nudité, même suggérée, toute forme de perversion sexuelle, ce qui incluait de manière absolue l'homosexualité, les relations sexuelles interraciales, les scènes d'accouchement, la prostitution, la consommation de drogue, le blasphème et la sympathie pour les criminels. Le crime devait toujours être puni et les baisers ne devaient jamais paraître excessivement passionnés. Pourtant, de 1930 à 1934, le code reste largement lettre morte. Il existe, mais il n'y a pas vraiment de véritable mécanisme pour le faire appliquer. Les réalisateurs l'ignorent superbement. C'est une période fascinante, connue sous le nom de pré-code. Le cinéma hollywoodien, désormais parlant,
atteint des sommets d'audace comme pour défier l'autorité morale qui tente de s'imposer. J'ai moi-même en ma possession ce super coffret, je vous le montre, Forbidden Hollywood. Il y a 10 films du pré-code justement de ces années-là, de 1931 à 1933. 10 films qui rentrent dans cette catégorie. Malheureusement, en 1934, eh bien, tout bascule. 2 événements vont rendre le code Hays tout puissant. Le premier reste la création de la décadence catholique. Cette organisation lance une campagne d'une efficacité redoutable. Elle menace de boycotter massivement tous les films jugés immoraux. Pour les studios, la menace d'un boycott national est une catastrophe économique potentielle. Le deuxième événement est la nomination d'un homme à la tête du bureau d'application du code, la production Code d'administration, le PCA. Cet homme, c'est Joseph L. Breen, catholique fervent, intraitable et doté du pouvoir quasi absolu. Breen va devenir un grand censeur d'Hollywood. À partir de 1934, aucun film ne peut sortir dans les salles américaines sans le sceau d'approbation de cette fameuse PCA. Le règne du code Hays a réellement commencé à ce moment-là. L'instauration du sceau d'approbation de Joseph Breen en 1934 marque une rupture nette dans l'histoire d'Hollywood. Pour mesurer l'impact du code, il suffit de comparer les films de l'ère pré-code, ceux-ci, donc de 1930 à 1934, et ceux qui vont suivre. La période pré-code est un âge d'or de la transgression. Des films de gangsters comme le premier Scarface dépeignent des criminels charismatiques et violents. Je vous rappelle que j'ai fait la rétrospective sur cette chaîne dans le cycle Howard Hawks et donc vous pouvez le retrouver très facilement. Les personnages féminins sont d'une modernité stupéfiante. Dans Babyface de 1933, Barbara Stanwyck incarne une jeune femme qui couche avec tous les cadres d'une banque pour passer du sous-sol au penthouse. Le film est si audacieux que même les censeurs de l'époque exigeront une fin plus morale. Dans ce film d'ailleurs, elle y rencontre un certain et très jeune John Wayne qui n'avait pas assez encore de galon pour pouvoir faire succomber la jeune femme. Les films pré-code parlent de prostitution, d'alcoolisme, de corruption, mais West devient une star immense grâce à ses dialogues à double sens. Dans She Done Him Wrong de 1933, elle lance à Cary Grant une réplique immortelle. « Pourquoi ne viendriez-vous pas me voir un de ces jours ? Je serai là jusque tard le soir. » Tout dans la suggestion, mais une suggestion incroyablement directe. Et cela venait d'une femme. Aujourd'hui, la règle de vertu, les féministes en tout genre ne l'accepteraient même plus. Avec l'arrivée de Breen en 1934, eh bien, ce monde disparaît. Tout le Hollywood post-1934 devient un univers moralement aseptisé. Les criminels ne peuvent plus être des héros. Ils doivent être punis. La violence est édulcorée. Les histoires d'adultère doivent se conclure par la rédemption. Les femmes indépendantes du pré-code laissent place à des épouses dévouées ou des jeunes femmes naïves. Un exemple frappant est la carrière de Bepi Boop. Créée en 1930, Bepi Boop est à l'origine une aguicheuse, dirons-nous, avec une jarretière visible et des robes assez courtes. Après 1934, sous la pression du code, les studios Fletcher la transforment, sa robe s'allonge, son décolleté disparaît et elle devient une femme au foyer bien sage. Le symbole de la liberté des années folles est domestiqué. L'impact sur la narration est immense. Les histoires deviennent plus prévisibles, l'ordre moral doit toujours être établi à la fin, les thèmes complexes sont simplifiés ou totalement évacués. Le cinéma hollywoodien entre dans une ère de conformisme, produisant des films magnifiquement réalisés, mais souvent bien lisses. C'était le prix à payer pour obtenir le sceau de Joseph Breen
tac. Mais c'est sans compter sur l'ingéniosité des artistes. Si le code ICE a réussi à nettoyer la surface des films, il n'a jamais pu totalement éteindre le feu de la créativité. Face à un mur d'interdits, les réalisateurs et les scénaristes, les plus talentueux, ont développé un nouvel art, celui du sous-entendu et de la suggestion. Paradoxalement, la censure a obligé le cinéma à devenir plus intelligent. Le maître de ce jeu, du chat et de la souris avec la censure, est sans contexte Alfred Hitchcock. Le code interdisait les baisers de plus de 3 secondes. Dans son chef-d'œuvre Les Enchaînés de 1946, Hitchcock a tourné cette règle en ridicule. Il a filmé Ingrid Bergman et Cary Grant s'embrassant dans une scène de près de plus de 2 minutes et demie, en fragmentant leurs baisers par une multitude de petits baisers entrecoupés de dialogues. Le résultat est infiniment plus sensuel qu'un baiser simple, long et prolongé. Hitchcock a respecté à la lettre le code, mais il en a dynamité l'esprit. Howard Hawks, lui, excellait dans les dialogues à double sens. La fameuse réplique de Lauren Bacall à Humphrey Bogart dans Le Port de l'Angoisse, 1944, en est un parfait exemple. « Vous n'avez qu'à siffler, lui dit-elle. Vous savez siffler, n'est-ce pas, Steve? Vous rapprochez vos lèvres comme ça et vous soufflez. » La phrase est d'une sensualité torride, le clair-obscur de l'encadrement de porte tout autant, mais sur le papier, elle est parfaitement innocente. Rétrospective, à retrouver sur la chaîne, Le Port de l'Angoisse de Howard Hawks. Les scénaristes sont devenus des orfèvres. Une scène d'amour pouvait être symbolisée par un travelling sur des feux d'artifice, comme chez Hitchcock. Le sexe était remplacé par des symboles, une clé dans une serrure, un train entrant dans un tunnel. L'homosexualité, bien qu'interdite, était souvent codée à travers des personnages maniérés ou des dialogues ambigus, compréhensibles pour une partie du public, mais invisibles pour la censure. Finalement, le code ICE a eu cet effet fascinant. En interdisant de montrer, il a forcé les cinéastes à suggérer. Et la suggestion est bien souvent plus puissante. Cet art de l'ellipse a donné naissance à une esthétique unique, une grammaire de l'implicite qui a défini l'âge d'or d'Hollywood. Les réalisateurs ne pouvaient pas tout montrer, alors ils ont dû tout faire comprendre, invitant le spectateur à devenir un complice actif. Pendant près de 20 ans, le code ICE a régné en maître, mais à partir des années 50, ses fondations commencent à se fissurer. Plusieurs facteurs vont progressivement miner son autorité. Le premier grand coupable est encore une fois la télévision. Soudain, le cinéma n'est plus seul. Pour rester compétitif, Hollywood doit offrir quelque chose de différent, de plus adulte. Le deuxième facteur est l'influence du cinéma étranger. Après la guerre, des films venus d'Europe, comme ceux du néo-réalisme italien ou même de la nouvelle vague française, arrivent aux États-Unis. Ils abordent la vie avec une crudité et une franchise sexuelle et sociale totalement absente du cinéma hollywoodien, et rencontre un grand succès dans des cinémas d'art et d'essai. En 1948, une décision de la Cour suprême dans l'affaire United States versus Paramount Pictures porte un coup au système des studios. En effet, la Cour juge que le contrôle des studios sur la production, la distribution et l'exploitation est un monopole illégal. Les studios sont contraints de vendre leurs salles de cinéma, ce qui affaiblit considérablement leur pouvoir et ouvre la porte aux distributeurs indépendants. Sentant le vent tourner, certains réalisateurs commencent à défier ouvertement le code. Déjà en 1943, le producteur Howard Hughes,
le très cher bien nommé, avait bataillé pendant des années pour sortir son film Le Banni, The Outlaw, jugé scandaleux à cause des plans insistants sur la poitrine de Jane Russell. En 1953, Otto Preminger sort La Lune était bleue, une comédie qui utilise le mot vierge et maîtresse. Le film se voit refuser le sceau. Preminger, eh bien, il va le sortir quand même, et son succès commercial prouve que le sceau n'est plus indispensable. Tout au long des années 50 et 60, les brèches se multiplient. L'homme au bras d'or 1955 aborde le thème de l'addiction à l'héroïne. Toujours Otto Preminger. Ensuite, Certains l'aiment chaud 1959 est une comédie construite sur le travestissement et des sous-entendus homosexuels. Asgood, je serai franche avec vous, nous ne pouvons pas nous marier. Viendra ensuite Psychose 1960 qui contient une violence psychologique inouïe. En 1966, le film Qui a peur de Virginia Woolf est le coup de grâce avec son langage cru et sa description brutale de la déliquescence d'un couple. Warner Bros. Prévient la PCA qu'il sortira le film avec ou sans le sceau. Cet organisme, devenu une coquille vide, eh bien, va céder et c'est la mort du code ICE. L'héritage ambivalent du code. En 1968, le code ICE est officiellement remplacé par un système que nous connaissons encore aujourd'hui, la classification de la MPAA, la Motion Picture Association of America. La logique change. On ne censure plus en amont, on informe le public en classant les films par catégorie d'âge, G, PG, R, etc. C'est la fin d'une époque. Alors, quel héritage le code ICE a-t-il laissé? Il est profondément ambivalent. D'un côté, ce fut un instrument de censure qui a appauvri la production hollywoodienne, l'a rendue conformiste et l'a empêché de traiter de front des sujets essentiels pendant plus de 30 ans. Il a renforcé des stéréotypes et imposé une vision du monde simpliste. Mais d'un autre côté, il a paradoxalement stimulé l'ingéniosité des plus grands artistes. Il a donné naissance à un langage cinématographique unique, fait de suggestions et de subtilités, qui a produit d'innombrables chefs-d'œuvre. L'âge d'or d'Hollywood est aussi en partie un produit de cette contrainte. Aujourd'hui, la censure officielle du type Code ICE a complètement disparu, mais la pression morale ou économique a-t-elle vraiment cessé? Quand un film retouche numériquement une scène pour s'ouvrir à certains marchés, n'est-ce pas une forme d'autocensure? Quand la peur d'une polémique sur les réseaux sociaux pousse à édulcorer un scénario, n'est-ce pas un nouveau code, non écrit, mais tout aussi puissant? Les exemples ne manquent pas. Si on parle de Skyfall, une scène dans laquelle James Bond tue un garde chinois à Shanghai, eh bien, elle a été coupée dans sa version destinée à la Chine. Dans World War Z, dans le but de plaire à la Chine, toujours et encore, parce que le marché est juste énorme. Certains aspects du scénario ont été modifiés, l'origine du virus, les références géographiques. Par exemple, nous avons dernièrement l'exemple de Blanche-Neige et les 7 nains en live motion avec ces fameux 7 nains qui ont été faits en CGI parce que Disney a eu peur de choquer une certaine communauté. Auto-censure. L'histoire du code, eh bien, c'est une leçon fascinante sur les tensions éternelles entre l'art et la morale, entre la liberté de création et les pressions commerciales et sociales. Elle nous rappelle que le cinéma est toujours un champ de bataille idéologique et nous prouve que même face aux contraintes, l'ingéniosité humaine trouvera toujours un moyen de s'exprimer. L'histoire du cinéma est remplie de ces luttes et de ces révolutions silencieuses. Si ce voyage dans les coulisses de l'âge d'or hollywoodien vous a plu, eh bien abonnez-vous. Ne manquez pas les prochaines explorations du 7e art. Dites-moi dans vos commentaires, selon vous,
Quel est le plus bel exemple du contournement du code ICE que vous ayez vu dans un film, par exemple? Voilà, cette hors-série touche bientôt à sa fin. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications sur ce fameux code ICE, que vous en avez appris un petit peu et que vous avez compris un petit peu le mécanisme dans lequel il s'est mis en place, dans lequel il a perduré et ensuite a fini d'exister pour créer une nouvelle censure morale mais interne au studio. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Dites-moi bien sûr dans vos commentaires, vous le savez, ce que vous voudriez voir traité sur cette chaîne dans des hors-séries, pourquoi pas. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien surtout. Bonne toile. Ciao, ciao. De la délinquance et sa description brutale de la délicatesse avec son langage cru et sa description brutale de la